La Elbe et l'IEX présente le MAG des libertés. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 5e MAG des libertés. On est ravis de vous retrouver ici au Théâtre National, au cœur du festival. Au programme de cette émission, violence conjugale, comment rendre justice? C'est la question que pose le Procès-Fiction que l'on vous présentera dans quelques instants. Quand vous mettez un pied sur le site du Théâtre National, c'est la première chose que vous voyez et vers laquelle vous vous dirigez. Du guichet au vestiaire, plongé dans les coulisses de l'accueil. On vous proposera de continuer avec un aperçu musical du groupe La Femme. C'est l'un des temps forts de cette édition, très attendu par le public du festival. Mais tout d'abord, pensez-vous que la justice pénale répond aux besoins des victimes de violences conjugales? Et explore-t-elle suffisamment la justice transformatrice? C'est le thème du Procès-Fiction que Camille, Issé et Joséphine nous racontent. Point d'actu. J'aimerais juste qu'il comprenne, qu'il assume ce qu'il a fait. Ok, on va le refaire une dernière fois. Nous sommes en plein cœur des répétitions de violences conjugales. Comment rendre justice? Un procès fictif mis en scène par Sophie de la Colette. Là, l'histoire, elle parle d'une femme qui vit des violences conjugales et qui hésite entre aller en justice ou utiliser la justice transformatrice. Nous avons d'un côté la justice pénale et de l'autre côté l'avocate Juliette Moreau qui va plaider pour une prise en charge en dehors de la justice pénale. La justice pénale face à la justice transformatrice. Une est centrée sur la punition et l'autre sur la répartition des torts en s'attaquant aux causes profondes des conflits. Il reconnaît les faits, tout en minimisant ses intentions et en présentant des excuses pour le moins douteuses. Mais un procès fictif va bien plus loin qu'une pièce de théâtre classique. C'est assez particulier comme procédé parce que d'habitude on est un peu le centre de l'histoire et ici en fait notre histoire est le prétexte à un débat qui va au-delà. Il y a quand même pas mal d'interactions avec des vrais juristes et des vrais avocats qui viennent plaider leur cause. 26 ans que je rencontre des hommes qui multiplient souvent les vulnérabilités et à qui on demande de prendre 100% des torts et de changer sous la menace d'une punition. La pièce est interactive. Elle oblige le public à choisir entre un des deux systèmes. Ils vous serviront à exprimer votre vote à l'issue des débats. C'est ça l'intérêt d'avoir genre les petits bulletins des deux couleurs, c'est que genre ça te force à faire un choix tout noir ou tout blanc. Du coup, ça te pousse à pas avoir le confort de la nuance et à pousser du coup ta réflexion au bout. Surtout que ça n'a pas vraiment de conséquences, c'est juste une pièce. Une pièce qui ne laisse personne indifférent. Les spectateurs repartent avec des questions, des émotions et parfois des avis partagés. C'est hyper prenant, c'était très touchant. Moi, j'ai eu plusieurs fois les larmes aux yeux, mais c'est hyper inspirant. Et on voyait vraiment concrètement comment c'est jugé en Belgique. La justice restaurative devrait être un complément de la justice pénale, pas une alternative. Un procès fictif qui questionne, choque et fait réfléchir. Jusqu'où la justice peut-elle aller ? Ce procès-fiction est mis en scène par Sophie de la Colette. C'est notre invitée sur cette émission. Elle revient avec Joséphine sur cette expérience alternative qui s'intéresse donc à la justice transformatrice. Sophie de la Colette, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la metteuse en scène de la pièce de théâtre qu'on vient de voir en images. Ma première question est comment vous êtes-vous venue cette idée de procès-fiction ? Alors, ce n'est pas une idée qui vient de moi directement, c'est un projet qui en fait est porté par la Ligue des droits humains. Et donc, c'est une sorte de commande à laquelle j'adhère comme autrice et metteuse en scène. Et donc, on travaille ensemble à choisir le sujet du procès-fiction, mais le concept du procès-fiction, il ne vient pas de moi, il vient de la Ligue. Et donc, cette année, justement, c'était un procès entre la justice pénale et la justice transformatrice. Je suppose, et est-ce qu'il y en a eu un, de travail en amont avec des juristes? Oui, bien sûr, bien sûr. Je travaille notamment avec les juristes de la Ligue, mais j'ai aussi rencontré beaucoup de monde qui travaille dans le monde associatif et qui font de la justice transformatrice. Et j'ai rencontré des avocates, oui, c'était que des femmes, donc des avocates, qui travaillent dans le pénal, qui sont avocates pénalistes. Et c'est au fur et à mesure de ces rencontres que j'ai pu aussi écrire le spectacle et aussi faire le casting finalement, pour choisir les avocates et les expertes qui allaient participer au procès.
Et pourquoi est-ce que pour vous c'était important de parler de violence conjugale dans cette pièce-là et donc des aussi différentes formes de justice? Je vais essayer d'être concise sur cette réponse, mais c'est en fait parce que oui, c'est un sujet qui me tient très fort à cœur. J'ai déjà beaucoup travaillé sur la question des violences sexistes et sexuelles et c'est un petit peu la continuité de ça, les questions qui tournent autour de la domination masculine, du patriarcat. C'est des questions qui m'intéressent beaucoup. Et en travaillant sur les violences sexistes et sexuelles, je me suis rendu compte qu'on parlait très peu de l'après, de comment rendre justice aux personnes victimes. Et donc, c'est comme ça que l'idée est venue. Vous avez aussi travaillé donc, avec des juristes. Est-ce que c'était donc facile de diriger en tant que metteuse en scène des personnes qui ne sont pas acteurs au départ? C'est difficile parce qu'on n'a pas du tout les mêmes réflexes, les mêmes codes sur un plateau. Après, c'est facile parce que les avocates, elles ont écrit leur propre plaidoirie et les expertes écrivent leur propre partition, donc je n'écris pas tout, elles ont une part de liberté. Et donc, par rapport à la manière, par rapport à ce qu'elles disent, elles sont... Je veux dire, j'ai pas vraiment de travail à faire, mais c'est plus par rapport à la manière de le dire, de le poser. Quoique les avocates ici, j'ai vraiment pas du travail avec elles, hein, elles sont brillantes, brillantissimes. En tout cas, merci beaucoup Sophie de la Colette de m'avoir accordé votre temps et un bon festival. Merci, à vous aussi. Merci. Nous poursuivons avec Mehdi Kassou, le coprésident de Bell Refugees, la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Charlotte l'a notamment interrogé sur la politique migratoire du gouvernement. Libre d'en parler. Mehdi Kassou, bonjour. Merci Bonjour. de nous accorder cet entretien. Alors, ça fait plus de 10 ans que vous travaillez pour l'aide et l'accueil des migrants et des réfugiés. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur dans votre métier ? Alors, ce qui me tient le plus à cœur, en plus de pouvoir aider des personnes concrètement en répondant à leurs besoins, c'est au travers de ce qu'on fait à la plateforme citoyenne, de pouvoir participer à transformer les perceptions et puis les attitudes de la société dans son ensemble à l'égard des personnes migrantes, et donc quelque part de lutter contre des clichés ou des stéréotypes. On connaît vos positions sur la politique migratoire belge. La Belgique, justement, a été une grande terre d'accueil entre les années 60 et 80. Aujourd'hui, la tendance, elle s'est quelque peu inversée. On a tendance à dire aux migrants et réfugiés de rentrer chez eux. Est-ce que ça, c'est audible de la part de la capitale de l'Europe ? La Belgique n'a pas vraiment été une terre d'accueil. La Belgique, pour des raisons économiques principalement, a organisé avec certains pays des accords bilatéraux permettant l'arrivée de travailleurs étrangers. La Belgique avait pour projet de renvoyer ces travailleurs étrangers chez eux. Malheureusement, les choses, en tout cas pour la Belgique, ont évolué différemment, en tout cas pour le politique. Et donc aujourd'hui, ces politiques ont changé. Par contre, à côté de ça, il y a une vraie tendance qui, elle, reste, c'est que les citoyens, depuis les années 80 et les différents grands conflits qu'il y a eu sur la planète, ont toujours été, eux, accueillants. On peut parler des différentes crises, mais il y a eu l'accueil massif de personnes au milieu des années 90, que ce soit les victimes du génocide au Rwanda ou que ce soit les victimes de la guerre en ex-Yougoslavie. Les Belges ont toujours été accueillants et ils l'ont toujours été jusqu'il y a quelques années, quand à la plateforme, on a appelé les riverains, les citoyens, citoyennes à accueillir chez elles. Elles ont répondu par centaines, par milliers même. Alors, il y a une dizaine d'années, on a assisté à un grand élan de solidarité citoyen lors de la vague migratoire. Comment est-ce que cet élan s'exprime aujourd'hui ? Est-ce qu'il s'exprime de manière différente par rapport à il y a 10 ans ? Alors, il s'exprime effectivement de façon différente. Alors, il y a toujours des gens qui hébergent. Il y a presque 10 000 foyers qui ont accueilli chez elles une personne migrante depuis 2015 via la plateforme citoyenne. Mais la solidarité, elle ne s'exprime pas exclusivement via l'hébergement. Elle s'exprime de différentes manières. Certaines ont décidé de parrainer, de marrainer des personnes en les accompagnant tout au long de leur procédure et puis jusqu'à la recherche d'un logement, d'un emploi ou l'inscription à des études. C'est parfois de façon plus matérielle, c'est parfois de façon plus symbolique ou économique avec des dons. Certaines sont allés jusqu'à quitter leur emploi pour faire de l'aide, du travail social ou du travail humanitaire leur métier, en ce compris moi. Ce qui est sûr, c'est qu'on le voit depuis, je le disais, plusieurs décennies, et je crois que c'est une tendance qui dure en Belgique. Les Belges sont solidaires, et le dernier exemple en date, c'est il y a presque 3 ans maintenant, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En un week-end, en appelant nos bénévoles et nos membres à se mobiliser, on a eu l'espace de 2 jours, d'un week-end, 1800 lits qui ont été proposés pour pouvoir accueillir des réfugiés ukrainiens, ukrainiennes. Et donc voilà, on le voit, cette solidarité, elle est toujours présente, mais effectivement, elle prend des formes différentes.
Eh bien, Mehdi Kassou, merci d'avoir répondu à nos questions et on vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos projets avec la plateforme citoyenne. Merci. Merci. Ce bureau accueil info est la première chose que le public voit en entrant dans le Théâtre National, le premier visage qu'il rencontre. Du guichet au vestiaire, Maxime, Nathan et Léa nous emmènent dans les endroits où tout commence, là où l'accueil donne le ton de l'expérience. Derrière le rideau. Pour que le festival soit une réussite, le staff se donne à fond tout du long. Dès leur entrée au Théâtre National, les festivaliers sont bien accueillis. Si vous avez besoin d'un ticket par exemple, vous y croiserez un visage familier. Donc, mon nom est Dominique, je suis le responsable de la billetterie du Théâtre National. Ça fait une bonne vingtaine d'années que je travaille au Théâtre National. Comment gérez-vous les moments de rush? Les moments de rush, c'est pas très compliqué. Soit il reste de la place, et c'est simplement, il faut être efficace et vendre les places. Là où ça se complique, c'est quand le spectacle est complet. Voilà. Pour d'autres, c'est le premier festival, mais c'est tout autant un plaisir. Alors, je travaille pour Bruxelles Lake maintenant depuis février. J'aide à la comptabilité et c'est mon premier festival. C'est un plaisir pour moi vraiment de participer à ce premier festival. Comme je disais encore à un collègue, pour rigoler, il faudrait que je paye pour travailler, quoi. Vraiment, et pas l'inverse. On a d'ailleurs demandé aux festivaliers ce qu'ils pensaient de l'équipe. Très chaleureuse, c'est très bien organisé. Voilà. Globalement, on est super bien accueillis. Et ça a toujours été. C'est très gai parce qu'il y a aussi plein de diversité de propositions d'activités. Pour profiter de l'événement en toute légèreté, on ne passe pas à côté des vestiaires et encore moins de ceux qui y travaillent. On leur a demandé leur ressenti sur le public. Les gens viennent facilement vers nous et souvent ils sont choqués que c'est gratuit du coup. Les gens viennent vers nous quand ils ont des petites questions vu qu'on est les premiers où ils passent avant d'entrer sur le festival. L'équipe est bienveillante, le public est bienveillant. C'est un rythme intense mais ils s'amusent aussi. C'est fatigant, mais comme c'est sur une petite période, j'avoue que c'est pas très dérangeant d'être un peu fatigué. Et après, c'est une bonne ambiance. On est nourri, on boit ce qu'on veut, et on a aussi des petites pauses. Pas encore logé, mais voilà. Merci à vous et bonne étude. Le fascisme influence-t-il notre langage? C'est en tout cas la thèse que défend Olivier Manoni avec son livre intitulé Coulée brune. Maxime le rencontre. Bonjour Olivier Manoni. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes au Festival des Libertés à l'occasion du débat « L'autre a toujours tort » ou « L'enfer du dialogue ». J'aurais aimé vous demander, vous qui êtes spécialiste des lettres, est-ce que vous remarquez des signaux qui montrent que la communication devient de plus en plus compliquée de nos jours? De plus en plus compliqué, c'est beaucoup dire, et je trouve qu'elle est de plus en plus simple et même de plus en plus simpliste, c'est-à-dire que le vocabulaire se réduit. La réflexion se réduit aussi à l'état de slogan, le plus souvent, et ça aide évidemment pas la communication en général. Le titre est quand même assez provocateur, « L'autre a toujours tort ». Selon vous, qu'est-ce que cette formule dit de la manière dont on accepte la différence des autres et dont on voit les autres de manière générale? Je vois ce qu'elle dit surtout, c'est qu'on a cessé d'essayer de résoudre les problèmes en tentant pour chacun d'entre eux de chercher des boucs émissaires. Raciaux, sexuels, sociaux, etc. Désignés par groupe, en général très flous, et désignés à la vindicte. Du coup, effectivement, l'autre a toujours tort parce que c'est finalement lui qui est la cause des problèmes. Vous avez traduit de nombreux textes sur l'histoire de l'antisémitisme et du fascisme. Est-ce que vous pouvez y voir une certaine forme de parallèle avec notre époque, là où de nombreuses personnes ressentent de la méfiance et du doute? Oui, tout à fait. J'y ai même consacré mon dernier livre, Coulée brune. Les remontées, les parallèles sont absolument évidents. Ils sont évidents en Europe, avec la montée de mouvements d'extrême droite. Ils sont encore plus évidents en ce moment avec la politique que mène Donald Trump aux États-Unis. On a tout un vocabulaire qui remonte de cette époque, extrêmement violent, extrêmement discriminatoire, extrêmement excluant, et qui, en fait, masque les problèmes réels auxquels on est confronté et qu'on devrait réellement traiter. Et enfin, quelle réflexion ou quel message souhaiteriez-vous faire passer à travers ce débat? Le message que je passe toujours, c'est il faut absolument se réapproprier notre langue. La démocratie, c'est d'abord du dialogue. Quand on ne maîtrise plus les mots, quand les mots sont détournés, pervertis pour créer des réalités alternatives, on ne peut plus s'en servir. Et quand on ne peut plus dialoguer, la démocratie est morte. Merci pour votre partage et je vous souhaite un bon Festival des Libertés et une belle soirée. Merci beaucoup. Comme tous les jours dans ce magazine, on vous présente des artistes qui sont en concert pendant le festival. Aujourd'hui, place à la femme, un groupe qui n'est peut-être pas aussi féminin que son nom pourrait le laisser penser, comme nous expliquent Élise et Célia. Focus. Sur la plage, dans le sable, je recherche des
La Femme. Malgré son nom, le groupe est à l'origine un duo masculin de pop-rock formé en 2010 par Marlon Mané et Sacha Gott. Le groupe s'entoure très vite d'artistes venus d'un peu partout et ça crée une énergie toujours différente en concert. Parmi les chanteuses, on a pu retrouver Clara Luciani ou encore Clémence Kellenec. Ils sont connus pour leur univers visuel et sonore décalé, des couleurs, des lumières, des costumes loufoques. Leur kiff, c'est casser les codes et être à contre-courant. Et en fait, on arrive à faire toutes les disciplines un peu, tu vois, au sein d'un même truc. Le courant art nouveau, le courant art déco, le bien et le mal. Leur premier album, Psycho Tropical Berlin, sort en 2013 et leur vaut une victoire de la musique. Depuis, La Femme enchaîne les projets toujours plus ambitieux. Ils explorent les styles musicaux, de la pop-rock psychédélique à un univers tropical de surf music. Le groupe ne se met aucune barrière. Un soir. De Paradigme à Teatro Lucido, en français, en anglais ou en espagnol, leurs projets se suivent comme une série. Chacun y trouve son compte. Avec Rock Machine, le groupe revient à ses premiers sons, fusionnés à un rock anglo-saxon des années 80-90. L'album, c'est aussi un peu une carte de visite où ça montre un peu un étendu de tout. Et après, en fait, les séries, elles servent à rentrer dans les mondes. La Femme, c'est pas uniquement des albums, c'est surtout une présence sur scène. Ça nous fait bouger et transpirer. En concert, c'est une énergie communicative, ça donne envie de danser. La Femme, c'est un groupe qui ose, innove et ne cesse de se réinventer. C'est une tradition en fin de magazine, nous passons le micro au public du festival. Cette fois-ci, Jules, Mia et Charlotte ont posé la question « Avez-vous déjà menti pour protéger quelqu'un ?» Allô ? Bonsoir et bienvenue dans l'expérience. Ma question est simple. Avez-vous déjà menti à quelqu'un pour le protéger et pourquoi ? Waouh. Oui, ça c'est une question vraiment très complexe. Oui, j'ai déjà menti à quelqu'un pour le protéger. Je suis pas toujours sûre d'avoir réellement menti, ça je pense pas. Oui, j'ai déjà menti à quelqu'un pour le ou la protéger. C'est très difficile à mentir. Oui, j'ai menti. Il m'était aussi arrivé de mentir pour protéger quelqu'un d'autre. Je pense que j'ai omis une partie de la vérité, ça c'est possible. Je pense que la majorité du temps, c'est important d'être transparent avec les gens. Je pense qu'un mensonge peut être justifié. Un petit peu arranger la vérité, un peu, je sais pas comment expliquer ça. Donc j'essaye toujours d'éviter de le faire. Souvent ça mêle la certaine culpabilité et de la protection. Pas trop mentir vraiment, mais adoucir les choses qui sont difficiles à dire. Je crois que de croire que le mensonge serait mal et la vérité serait bien, ce serait une manière de mal penser en fait la société. Mentir n'est pas forcément une mauvaise chose. Ça a dû m'arriver une ou deux fois, très probablement auprès de mes enfants. Je pense que c'est les personnes à qui je serais capable de mentir pour les protéger. C'est sur cette séquence confidence que se clôture le 5e numéro du MAG des Libertés. C'était un plaisir de partager ça avec toi. Mais c'est un plaisir plus que partagé. Merci d'avoir regardé ce MAG et nous remercions également toute l'équipe qui a participé à sa réalisation. Vous retrouverez Ethan et Elise à la présentation du prochain numéro. Encore merci et à bientôt.